On m'a mis un peu sur la sellette l'autre jour en parlant d'Italie parce que j'y avais travaillé longtemps. Francesca a commencé à nous parler du pape, encore du pape, dont je le rappelle, elle est une spécialiste, quel que soit le pape, l'ancien et le nouveau. Comme elle dit, elle a décortiqué les faits et gestes du nouveau titulaire pour trouver finalement qu'une fois de plus, Léon avait peut-être raison au sujet de ce nouveau pape. Ah bon, et en quoi, a dit l'abonné au Monde, toujours sourcilleux parce qu'il croyait que Léon se fichait de nous. Il alignait les prophéties évidentes pour être approuvées par les faits, il multipliait les énigmes dans ses prédictions qu'on pouvait interpréter de plusieurs façons différentes, ce qui fait qu'il n'avait jamais vraiment tort. Et là, c'était à propos du destin du pape. Léon est allé assez loin en disant que Léon XIV, son homonyme, finirait par devoir vivre sur un lit de camp. Et donc il serait pourchassé d'une manière ou d'une autre. Donc il serait le contraire de ce qu'on prétendait. On disait en effet que c'était un mondialiste donnant la préférence pratiquement à l'islam sur la chrétienté, ennemi de toute tradition et de toute rigueur. Eh bien non. Pour commencer, a dit Francesca, il a déjà dit la messe en latin 2 fois. Et il a envoyé plein de messages selon lesquels il ne fallait pas le pendre pour un mollasson. Moi, je suis assez de l'avis de Léon, il a fait ce qu'il fallait dans la souplesse pour arriver au sommet, ce monsieur, cet homme, mais il n'a pas dit son dernier mot. Attends, a dit Gustave, tu crois pas tout de même qu'il a joué des coudes pour devenir chef de bureau? Non, Léon s'est justifié, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il n'avait pas été très sévère, de façon caricaturale, avec Trump, son compatriote, comme l'a été le pape François. Vous avez tous vu les photos où on voit le Francesco là, tirer la gueule explicitement pour les caméras quand il était en présence de Trump. Mais ce que vous ne savez pas, et que m'a dit Francesca, qui est à elle seule un magazine People du Vatican, c'est que Monseigneur Robert Prévost, là, le futur pape, l'actuel pape, a toujours arrondi les angles entre l'ancien et Trump. Et que pendant le premier mandat de Trump, il a passé son temps à flatter l'un et à amadouer l'autre. Donc on voit le résultat, il est spectaculaire. Il y a eu très peu de discussions au conclave, le vote a été plié en un jour. Ce qui est rare, c'est le signe que Trump et son vice-président ont fait passer le message à la Curie. Vous choisissez celui qu'on vous désigne, il est progressiste comme vous aimez, mais en même temps, il nous inspire confiance à nous. Eh bien, là, a dit Léon, c'est là que les choses se corsent, il va résister à tout le monde à la fois. À Trump, qui l'a fait monter au balcon de Saint-Pierre, aux autres qui croient qu'il va leur obéir, je vous ai dit ce que je sentais. Il a compris qu'il était dans une position très difficile et très dangereuse, il a compris qu'il devait écouter ce que dit Dieu. Il y a vraiment en lui un côté Saint-Pierre. Il doit payer sa vocation de sa personne, en quelque sorte. Bon, de là, j'essaie de retracer le cheminement de ce que nous avons dit pour en venir à l'Italie elle-même. Je rappelle que nous avons parmi nous 2 Italiens dans notre groupe. L'une avec accent, Francesca, l'autre complètement francisé, Gustavo, qui a été compagnon d'un anarchiste de droite nommé Beppe Grillo, les deux avec des amis et une famille encore en Italie, et surtout, comme Vladimir pour l'Ukraine, ils ont une pratique quotidienne des relations par WhatsApp ou par Zoom, enfin toutes ces applications qui tirent parti d'Internet pour permettre la conversation avec des proches qui sont restés à des milliers de kilomètres. Quand on parle d'immigration, a dit Gustave, et d'intégration, personne ne parle jamais de ce problème-là. Lequel? À 30 ans, j'étais loin de mes racines génoises, a-t-il dit, et j'ai dû choisir la France entièrement parce qu'Internet n'existait pas. Le cordon était coupé. Maintenant, les immigrés de la planète entière vivent dans leur langue et dans leur culture, mais chez nous. Tu as tous les moyens, tu as le satellite, les boutiques chinoises et coréennes où les employés regardent des directs à la télé chinoise par Internet sous le comptoir, les applications téléphoniques. Chez les Arabes, c'est les Kosovars et les Afghans, c'est pareil, chacun reste dans sa culture toute la journée. Et dans les hôpitaux, on t'envoie des interprètes. Donc pour l'intégration, il ne faut pas rêver, le concept même est devenu grotesque. Mais pas du tout, a dit l'abonné au Monde, les propriétaires de bars chinois à Paris ou les glaciers chinois à Venise sont peut-être plus parisiens et vénitiens que les clients eux-mêmes. D'accord, et je dis, sauf que dans la cuisine, tu as la télé de Shanghai en direct. Et pour les Arabes, c'est pareil. Il a raison, c'est comme les chauffeurs de taxi colombiens à New York qui écoutent radio et télé dans leur langue. Et de là, nous avons dérivé vers l'immigration italienne en France,
avec tous les vieux poncifs rafraîchis par l'abonné au Monde. Il disait, il faut pas croire, hein, mais les Italiens étaient aussi mal vus en France en 1930 que les Afghans aujourd'hui, et même en 1950. Francesca a répondu, attends, rien à voir, on nous bassine tout le temps avec cet argument, mais on était catholiques, on avait la même culture. Là, avant d'aller plus loin, je suggère à ceux qui nous écoutent de sauter vers la suite en franchissant la barrière de l'éventuelle censure au moyen des liens ci-dessous, comme d'habitude.